Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que dans le dernier épisode, l'épisode 7, intitulé « Comment vaincre la procrastination pour enfin démarrer son projet littéraire », vous avez un code de réduction de 75% sur le livre de l'invitée Ginette Fotso, intitulé « Fais-le maintenant, demain pourrait être trop tard ». Un livre qui pourra vous aider à vaincre la procrastination de manière simple et efficace. Dans l'épisode 5 du podcast, j'ai échangé avec l'auteur Moutlan autour de son roman historique Les 700 aveugles de Bafia. L'un des points importants qu'il a souligné dans son travail de romancier est la recherche. Lorsqu'on veut écrire un livre, la recherche est capitale et elle intervient à différentes étapes du projet. On peut par exemple faire des recherches pour trouver le bon titre, pour comprendre les codes du genre littéraire dans lequel on veut écrire, pour récolter des informations qui serviront à la trame de l'histoire ou qui seront des sources bibliographiques de son travail. Mais faire de la recherche pour un livre demande de l'organisation et une certaine méthode. La thématique de cet épisode m'a été inspirée par la page Facebook Harold Ketch raconte, sur laquelle je tombe par hasard un jour. J'ai tout de suite été fascinée et impressionnée par les détails que livrait son auteur sur des faits divers, des histoires ou des personnages historiques africains qui parfois avaient été oubliés. J'ai donc voulu savoir comment est-ce que Harold Ketch faisait pour obtenir toutes ces informations. Auteur de 5 livres, il nous livre des techniques de recherche autour d'un cas pratique, à savoir comment faire des recherches pour écrire l'histoire de sa famille. J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous allez écrire vous-même l'histoire de votre famille avant que d'autres ne l'écrivent à votre place. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Harold Ketch. Bonjour. Bienvenue dans le Salon du Livre, le podcast qui parle de la littérature africaine et du livre en général. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'accueillir. C'est avec beaucoup de plaisir parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous ai découvert par hasard sur Internet et j'étais fascinée par votre capacité à nous sortir du passé, des informations, des histoires, les unes les plus rocambolesques que les autres, les unes les plus touchantes que les autres. Et ça m'a beaucoup intriguée de savoir comment vous faites ce travail-là. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous vous présentez en quelques phrases. Alors, je suis Harold Ketchemen, je suis un jeune auteur d'origine camerounaise. Bon, sur le plan professionnel, j'ai plusieurs casquettes professionnelles dans des domaines d'activité assez variés. Mais je tire ma principale source de revenus du métier d'ingénieur en informatique et système d'information pour la santé. Voilà globalement mon portrait. D'accord. Vous venez d'où et où est-ce que vous vivez? Alors, je suis originaire du Cameroun, comme j'ai dit. Je vis actuellement en France, dans la ville de Toulouse. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous avez commencé ce travail d'écriture? Parce que je dois le rappeler, vous avez déjà à votre actif 5 livres. Effectivement. Oui. L'écriture, en fait, j'écris en fait depuis ma tendre enfance, c'est-à-dire
J'écris depuis que je suis petit. Mon tout premier projet des livres, je l'ai fait quand j'avais, je crois, 7 ans. C'était plutôt un livre assez scientifique. C'est-à-dire, je parlais des théories assez scientifiques plutôt. Donc, j'écris en fait depuis que je suis petit. D'accord. Et donc, comme je disais, vous avez déjà publié 5 livres. Je voudrais citer les livres que vous avez publiés. Ils sont tous des livres non-fiction. Alors, vous avez publié le premier en 2014, le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ensuite, en 2017, vous avez publié Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Après, vous avez publié en 2019 2 livres, je dirais même 3 plutôt. Vous avez publié Les icônes de la musique camerounaise. Ensuite, Les coups d'État salvateurs en Afrique. Et un peu plus tôt, en début d'année 2019, le maréchal Samuel Mbappé Lépée, le plus grand footballeur camerounais de tous les temps. Donc, avant de vous poser les questions sur vos livres et vos travaux de recherche, vos techniques de recherche, j'avais remarqué que vous signez toujours vos articles sur Internet. Fourmi Magnan égarée. C'est quoi une fourmi Magnan égarée? Alors, ça pourrait être long, hein. Je vais essayer de raccourcir pour raconter pourquoi j'adopte souvent ce surnom-là. En fait, les fourmis Magnan sont des fourmis légionnaires qu'on retrouve en Afrique centrale, mais aussi en Afrique orientale. Personnellement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance au village avec ma grand-mère. Donc, on allait régulièrement au champ avec elle. C'est-à-dire, lorsqu'on allait au champ, on retrouvait généralement des colonies de fourmis Magnan dans nos plantations. Et ma grand-mère me demandait à chaque fois de m'éloigner en fait de ces différentes colonies parce que une colonie de fourmis Magnan, ça peut atteindre 30 millions de fourmis. Et ces fourmis peuvent causer de la mort, c'est-à-dire lorsqu'elles se saisissent d'une proie, elles peuvent entraîner sa mort. Donc, curieux que j'étais à l'époque, je ne m'éloignais pas, je prenais plutôt la peine d'aller pour observer attentivement en fait, le mode de fonctionnement des fourmis Magnan. Donc, déjà, j'ai été piqué par ces fourmis et j'ai pu mesurer la douleur en fait. La douleur d'une piqûre causée par la fourmi Magnan. Donc, la particularité en fait de cette fourmi, c'est que lorsqu'elle elle vous mord, elle ne lâche pas en fait. C'est-à-dire, pour qu'elle lâche, il faudrait carrément diviser son corps à deux, soit couper la tête, soit couper une autre partie je du comprends corps. mieux maintenant. Donc, ça veut Voilà. dire que Donc, quand ces vous fourmis, emparez d'un sujet, vous agrippez et vous ne lâchez pas. Voilà. Donc, ces fourmis aussi, elles ont aussi la particularité de s'attaquer en fait à des proies plus grandes. En fait, c'est-à-dire qu'elles vont en masse et s'attaquent à des serpents, des rats. Des rats, par exemple, ils réussissent en fait à neutraliser leurs proies, même si ces proies sont plus grandes qu'elles. Et le terme, pour venir donc au terme égaré que j'ajoute à fourmi Magnan, c'est en fait que les fourmis Magnan sont très organisées. C'est-à-dire, dans une colonie, on a la reine, on a les ouvriers, on a aussi les soldats qui montent la garde, en fait. Et il y a aussi ceux que je considère comme étant les fourmis Magnan égarées. En fait, ce sont des fourmis qui sont plus grosses que les autres. Ces fourmis-là, en fait, sont munies d'ailes. On les retrouve généralement à l'écart, c'est-à-dire elles sont à l'écart de la colonie. Donc, toutefois, en fait, lorsqu'il y aura un danger, c'est-à-dire si un danger survient, le danger va décimer toute la colonie. Mais par contre, ceux qui vont survivre, ce seront les fourmis Magnan égarées, ceux que j'appelle égarés, qui sont munis d'ailes et qui sont à l'écart de la colonie. Donc, c'est eux qui survivent, en fait. Donc, c'est aussi eux qui réussissent, en fait, grâce à leurs ailes, en fait, à pouvoir se déplacer et aller former une autre colonie. Donc, lorsque je dis donc fourmi Magnan égaré, je vois, en fait, à travers ce terme, en fait, des traits qui me caractérisent, quoi. C'est-à-dire, je vois la ténacité, parce que moi, je sais que je n'ai là, j'ai jamais prise. Je vois aussi le jusqu'au-boutisme, parce que je suis assez jusqu'au-boutiste. Je vois aussi l'attaque contre les puissants, parce qu'ils attaquent des cibles puissantes. Je vois aussi l'anticonformisme et la solitude de la fourmi Magnan, c'est-à-dire elle s'éloigne carrément de la colonie. Et aussi, je vois aussi son indépendance, c'est-à-dire avec ses ailes,
je vois l'indépendance d'esprit, la liberté, la possibilité aussi de créer. Parce qu'après, elle s'éloigne pour aller créer une nouvelle colonie de fourmis manières. Donc voilà en gros pourquoi je m'appelle ainsi. Très intéressant. J'ai été clair. Très intéressant. Et pardon, on peut se tutoyer? Oui, on peut se Ok, tutoyer. très bien, c'est beaucoup Pas de plus souci. facile comme ça. Oui. Donc, tu as un deuxième, on peut dire, surnom qui s'appelle rat des archives. Donc, donc, en plus d'être une fourmi, tu es aussi un rat des archives. Oui, je suis aussi un rat des archives parce que j'aime bien, je passe en fait la majeure partie de mon temps, une bonne partie de mon temps libre à fouiner, à chercher dans des archives. Donc je me considère donc comme un rat parce que j'essaye d'aller où personne n'est jamais allé, j'essaye de creuser et tout. Bon, je m'appelle aussi l'OPEP de l'histoire. Bon, ça c'est aussi pour rigoler parce qu'au Cameroun, il y a un mode, puisque je dis je suis originaire du Cameroun, il y a un mode de transport en fait qu'on appelle les OPEP. C'est-à-dire c'est des formes en fait de transport que les personnes empruntent pour se déplacer de ville en ville. C'est des transports assez... OPEP en fait, de manière littéraire, ça veut dire en fait en langue, ça veut dire le vent. C'est-à-dire c'est des transports qui passent en fait comme des coups de vent en fait. C'est des espèces de transports clandestins. Donc je me considère aussi comme étant un OPEP de l'histoire parce que je ne suis pas historien de formation, c'est-à-dire je suis dans un clandestin de l'histoire, c'est-à-dire je suis un OPEP de l'histoire en fait. Voilà. C'est-à-dire ça n'est pas été ma formation de base, donc j'y suis juste en tant qu'autodidacte. Donc voilà. Très bien. Et tu as une page sur Facebook qui s'appelle Harold Raconte, qui publie, ou alors sur laquelle tu publies des histoires qui concernent l'Afrique en général, des faits de société, des faits politiques. Comment est-ce que te vient cette passion? D'où te vient cette passion pour l'envie de raconter des histoires que parfois on a pratiquement oubliées? Alors, pour la passion, je veux d'abord dire qu'au début, en fait, ce n'était pas en réalité une passion, c'était juste une volonté de rétablir les faits historiques parce que je suis parti d'une vérité. J'ai constaté que les Africains, de manière générale, n'écrivent pas et ne racontent pas leur histoire. Ce qui fait en sorte que notre histoire est toujours, de manière aussi générale, racontée par les autres. Alors, lorsque, par exemple, je mets les médias occidentaux, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, il y a toujours en fait ceux que je vais appeler des pseudo-spécialistes autoproclamés de l'Afrique qui viennent en fait raconter notre histoire à notre place. Et donc pour moi, en fait, je me suis dit, comme avec le proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse vont toujours contribuer à glorifier le chasseur. Donc à travers donc, cette page, en fait, ma mission, à travers Harold Ketch raconte, c'était de pouvoir en fait raconter notre histoire, donner notre version à nous, et aussi laisser des traces pour les générations futures. Parce que je considère que je remarque en fait qu'il y a un grand vide, c'est-à-dire il y a plein d'histoires que j'aurais même aimé trouver dans des bouquins que je n'ai pas trouvé, c'est parce qu'il y a eu un vide total. Donc mon objectif en fait c'est de laisser des traces, de laisser de la matière pour les futures générations, les futurs chercheurs ou autres. Donc je dois aussi reconnaître que comme tu l'as si bien dit, à travers cette page, je ne me limite pas exclusivement à l'Afrique. J'essaie aussi de m'intéresser à des récits d'ailleurs. Mais le corps de mon travail, c'est l'Afrique. Voilà. Je parle aussi du monde parce que je suis assez friand de belles histoires. J'aime bien les histoires racontées, romancées, autres. Et est-ce que dans tout le travail que tu fais, il y a une histoire en particulier qui t'a touché ou qui t'a choqué ou vraiment qui a laissé une trace, quelque chose que tu n'attendais pas du tout? Alors, ce sera en fait que comme pour un écrivain, lorsqu'on lui demande de choisir parmi ses bouquins, celui qu'il préfère, c'est souvent difficile à choisir. Donc, pour répondre à ta question, je vais répondre sur plusieurs volets. J'ai plusieurs histoires, en fait, des histoires qui m'ont marqué
Et je vais répondre sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan national, je veux dire, donc quand je parle du plan national, je parle ici en fait du Cameroun. L'histoire, je vais citer deux histoires qui m'ont marqué. La première histoire qui m'a beaucoup marqué en ce qui concerne le Cameroun, c'est l'assassinat de la famille Pondo au Cameroun. Donc, c'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Douala au Cameroun en 1979, où une famille entière a été décimée, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants ont été assassinés, sauvagement assassinés. Même le chien n'a pas été épargné. Bon, ce qui m'a beaucoup choqué et marqué dans cette histoire, c'est que c'est une affaire en fait qui avait profondément choqué les Camerounais de cette période-là. C'est-à-dire cette affaire a fait la une des journaux pendant bien longtemps. Il y a même des artistes qui ont chanté pour évoquer cette affaire. Mais comme par hasard, il n'y a jamais eu de bouquin sur cette histoire. Il n'y a jamais eu de documentaire sur cette histoire. Il n'y a jamais eu d'enquête sur cette histoire. Il n'y a rien eu sur cette histoire. Du blackout total, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est une histoire qui choque. Lorsqu'on parle, on parle de cette histoire, on évoque cette histoire avec des personnes qui ont vécu au Cameroun dans cette période-là. Ils ont presque de la chair de poule. Je m'en souviens et j'étais encore très jeune. Et effectivement, juste l'évocation du nom de cette famille donnait des sueurs froides. Est-ce que tu sais si on a finalement, parce qu'il y avait beaucoup de doutes autour des présumés coupables, est-ce que tu sais si finalement ça a été fait de manière propre et correcte, l'enquête? Alors, j'ai consacré 2 épisodes de Harold Ketch raconte à cette affaire parce que je fais sur plusieurs formats. C'est-à-dire, je raconte des histoires sur format écrit et aussi raconte aussi des histoires sur format vidéo. Bon, j'ai donc fait 2 vidéos consacrées à cette affaire. J'ai donc mené en fait mes enquêtes moi-même et mes enquêtes m'ont amené à rencontrer par exemple, à rencontrer des protagonistes de cette affaire, dont des membres en fait de la famille. Et mes enquêtes m'amènent donc à savoir en fait que c'était une histoire en fait bâclée, c'est-à-dire qu'en réalité on faisait face à un crime politique. Monsieur Pondo a été assassiné avec sa famille parce qu'il avait voulu révéler un secret d'État, notamment en fait la découverte du pétrole dans la région du sud-ouest Cameroun et dans la région de Bakassi. Il avait découvert en fait que les Américains avaient découvert du pétrole dans ces régions-là. Et donc, les dirigeants du Cameroun de cette époque voulaient cacher cette information pour exploiter l'argent du pétrole camerounais pour d'autres fins. Et lorsque M. Pondo, qui était employé à la société Golf, la société pétrolière Golf, en tant que directeur administratif, a découvert cela, en patriote qu'il était, parce que c'était un très grand patriote, il a voulu en fait aller rencontrer les Camerounais de la région anglophone pour leur dire qu'on a découvert du pétrole chez vous. Et s'il allait rencontrer ceux-là pour leur dire cela, ceux-là devaient en fait réclamer avec un peu plus d'acuité leur autonomie en fait pour pouvoir prendre en charge eux-mêmes la gestion de leurs affaires, donc la gestion de leur richesse. Ce qui entre en fait dans l'actualité avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la demande d'autonomie de cette région-là. Absolument. Donc c'est pour cela qu'il a été assassiné. D'accord. Et j'invite donc à ceux qui nous écoutent à aller suivre les 2 épisodes sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Harold Ketch raconte. Donc, ils auront tous les détails de cette affaire sur ces deux épisodes. Ouais. Tu parlais aussi d'une deuxième histoire qui t'a frappé. Oui. Laquelle? Oui, une deuxième histoire qui m'a frappé, c'est parce que parce que je suis aussi très passionné des musiques. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin Les icônes de la musique camerounaise. L'histoire qui m'a donc beaucoup marqué aussi, c'est la mort du guitariste des Têtes Brûlées qui s'appelait Zanzibar. De son vrai nom, Epemezoa Théodore. Donc c'était un génie de la guitare et de la musique camerounaise qui est mort à la fleur de l'âge. Il avait à peine 26 ans lorsqu'il a été arraché à la vie alors qu'il était au sommet de son art. Les rumeurs les plus folles avait donc circulé à cette époque sur les circonstances ayant conduit à sa mort. Donc, c'est une histoire qui m'a aussi beaucoup frappé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu fais pour avoir toutes ces informations. Parce que c'est incroyable. Alors, je voulais juste, sans te couper, je voulais juste évoquer rapidement une histoire qui m'a frappé au niveau africain. D'accord. Au niveau africain, une histoire qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la belle histoire d'amour entre l'écrivain Kamara Lai et Marie Lorofi. Parce que dans son bouquin L'Enfant Noir,
Il parle en fait de Marie, il est amoureux de Marie, il raconte son histoire avec Marie. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que par la suite, lorsqu'il était retourné en Guinée, il avait pu rencontrer, retrouver l'amour de son enfance, épouser celle-ci, même si l'histoire sera par la suite un peu tragique. C'est aussi une histoire qui m'a beaucoup frappé parce que ça m'a amené à être contacté par la famille de Camara Lai. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, la famille a vu que tu avais fait une publication sur cette histoire et elle t'a contacté. Oui, la famille m'a contacté suite à cela parce que la famille tenait aussi à clarifier. C'est un fait que j'avais évoqué dans l'histoire. La famille souhaitait aussi qu'on puisse ensemble contribuer en fait à valoriser et mettre en valeur en fait la personnalité de Camara Lai en tant qu'écrivain et aussi apporter en fait beaucoup plus de compléments d'informations pour la suite en fait de ces histoires. C'est vraiment génial. Donc, je voudrais savoir comment tu fais pour faire tes recherches dans ton travail, parce que ça demande énormément de travail et ça demande un certain savoir-faire de récolter toutes ces informations. Comment est-ce que tu commences? Quelle est ta manière de travailler? Alors, ma manière de travailler, je suis assez structuré et organisé dans ma manière de travailler. Donc déjà, ma manière de travailler, c'est d'abord les recherches, c'est-à-dire mes principales sources de recherche. C'est ça en fait qui m'aide dans mon travail. Donc, il y a essentiellement d'abord des archives. Je suis beaucoup plus dans la fouille des archives, que ce soit des archives nationales, municipales et autres. Je passe aussi. Alors, quand tu parles d'archives, tu vis en France actuellement, donc tu vas dans les archives françaises? Oui, je m'en vais en fait dans les archives françaises. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps aux archives diplomatiques de la Courneuve, par exemple à Paris, où j'étais D'accord. en train de fouiner dans tous les accords. Et aussi, la France aussi, c'est de particulier, c'est qu'ils ont permis en fait de mettre en ligne des plateformes qui permettent en fait de fouiller des archives. J'ai aussi beaucoup fréquenté la Bibliothèque nationale de France pour fouiner dans des archives. Et ils ont développé en ce moment en fait un site BNF, et aussi un site Gallica qui permet en fait D'accord. d'aller fouiner dans des archives anciennes. Et D'accord. aussi, je me déplace aussi, c'est-à-dire je m'en vais au Cameroun aussi, où j'essaie de fouiner aussi dans des archives et tout le reste. Quelles sont les archives du Cameroun que tu as visitées? À Boya, il y a des archives à Boya, à Yaoundé même aussi, il y a des archives à Tchang. Ce sont des La ville de archives Tchang. privées ou nationales? Non, non, municipal. Municipales. D'accord. OK. Voilà. Je mettrai dans la description de l'épisode toutes ces informations pour ceux qui seront intéressés éventuellement de savoir comment on fait des recherches et qui ont besoin des adresses. Donc, tu disais que dans ton travail, tu cherches d'abord tes sources, donc les archives. Oui. Dans le début, en fait, lorsque j'ai un sujet en tête, Oui. la première chose que je fais, c'est aller chercher en fait les sources, c'est-à-dire avoir le maximum de sources possibles. Donc, il y a d'abord les archives. Ensuite, il y a aussi les coupures de presse, c'est-à-dire les coupures de presse anciennes, c'est-à-dire la presse ancienne, les anciennes éditions de presse et tout le reste. Tu les trouves où, ces coupures de presse? Les coupures de presse, déjà aussi, lorsque j'étais en fait petit ou bien plus bas, mes parents lisaient beaucoup de la presse, ce qui fait en sorte que je relisais après mes parents et j'ai collectionné en fait les coupures de presse qui étaient lues par mes parents. Mais aussi, au Cameroun aussi, il y a aussi la possibilité d'aller en fait trouver les coupures de presse. Par exemple, les archives de presse des Cameroun Tribune, on peut les retrouver, je les ai retrouvées à la Sopecam. C'est-à-dire à Cameroun Tribune. Il faut le rappeler, Cameroun Tribune est le journal officiel du Cameroun. Effectivement. Donc, avant de devenir Cameroun Tribune, ça s'appelait la presse du Cameroun. D'accord. Et par la suite, c'est devenu Cameroun Tribune. Donc, à Cameroun Tribune, à la Sopecam, ils ont essayé en fait de structurer les archives. Certes, ce n'est pas encore numérisé, mais c'est assez structuré. C'est dans un cahier, rangé de manière chronologique. Il y a la possibilité de se déplacer, de feuilleter ce cahier.
même Donc, si il faut débourser un peu d'argent pour d'accord, c'est voir pas le film. gratuit. Il faut quand même payer Euh, des, oui, des frais. oui. Bon, ce qui est Il faut payer des compréhensible, hein, frais. parce qu'il Il faut faut bien payer des entre... frais Oui, pour consulter. d'accord. OK. Mais tout le monde peut les consulter sans problème. Oui, tout le monde peut les consulter sans problème. Il suffit juste de se rendre, de prendre rendez-vous parce qu'il y a un responsable des archives. D'accord. Il y a aussi plusieurs journaux nationaux locaux qui le permettent. Par exemple, Mutation, on peut aussi fouiner chez Mutation. On peut fouiner sur le jour. Même chez le Messager, on peut aussi aller fouiner sur le Messager. Et aussi par rapport à ces archives, le gros, pour être clair et transparent, c'est pas vraiment les archives qui viennent de Cameroun Tribune et autres quotidiens locaux, c'est des archives privées, c'est-à-dire je connais personnellement des personnes qui sont des collectionneurs d'archives, c'est-à-dire qui sont au Cameroun. Je connais par exemple un monsieur qui a vendu, en fait, qui a tenu un kiosque de vente de journaux pendant une bonne partie de sa vie, ce qui fait en sorte qu'il a dû collectionner un nombre incalculable de journaux. Et Ah, ça, lorsque je suis au Cameroun, il m'arrive donc d'aller chez lui pour des visites de courtoisie parce que c'est quelqu'un qui m'aime bien et j'en profite pour fouiner un peu et prendre en photo des archives parce que généralement, il faut soit les scanner ou bien prendre en photo parce que c'est des archives que les personnes conservent jalousement. ah, c'est une très bonne piste. Donc, ça veut dire Mm. qu'il faudrait être créatif alors dans la recherche des sources. Donc, penser à ceux qui ont vendu des journaux, Oui. parce qu'ils ont le savoir-faire pour la conservation aussi. Oui. Ils ont le savoir-faire pour la conservation, ils ont aussi l'expérience du vécu et Oui, ça veut mieux en fait orienter pour pouvoir trouver les sources qui vont correspondre à notre sujet. Parce d'accord. qu'on peut aborder des sujets qui correspondent à des époques de notre vie, que nous avons des époques de la vie que nous n'avons pas vécues. Et ces personnes peuvent nous donner des bonnes pistes, des bonnes orientations. Très bien. Donc, au niveau des sources encore, il y a aussi une bonne partie des sources livresques, c'est-à-dire je lis beaucoup, j'achète beaucoup de bouquins et je trouve beaucoup d'informations, un nombre incalculable d'informations dans les livres et dans la lecture. Comme autre source, il y a aussi les émissions radio et télé, c'est-à-dire il y a des podcasts. Donc il y a des émissions très intéressantes que j'ai écoutées pendant des périodes de ma vie qui m'ont beaucoup aidé dans la recherche et dans l'établissement de mes sources. Et aussi, comme source non négligeable, il y a aussi les sources orales. C'est-à-dire, j'apprends beaucoup et je découvre beaucoup de choses en discutant avec les personnes qui ont du vécu, c'est-à-dire les aînés, les anciens. J'apprends beaucoup en discutant avec les acteurs de l'histoire. Ils me donnent beaucoup de choses et c'est très riche. Et ils ont la possibilité de me recommander à d'autres personnes qui pourront ajouter à ce qu'ils m'ont donné, qui pourront compléter et tout. Et c'est vraiment une richesse inestimable, ces sources orales, de pouvoir discuter avec les acteurs de l'histoire. Voilà. Et quand tu récoltes ces informations, parce que ça doit être des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, pardon. Comment est-ce que tu fais pour savoir si une information est vraie ou si elle est fausse? Et en particulier à une époque où on a des fake news à longueur de journée. Je ne sais pas comment ça se passait il y a 50 ans. S'il y avait des fake news, sûrement il devait y en avoir, mais pas comme aujourd'hui. Comment tu fais pour recouper les informations que tu récoltes du passé et même, pourquoi pas, celles d'aujourd'hui? Alors, je travaille en fait comme un journaliste, c'est-à-dire, je ne suis pas journaliste de formation, mais je travaille vraiment comme un chercheur, c'est-à-dire je prends des informations et j'essaie en fait de croiser les informations que j'ai pour démêler le vrai des livrets. Parce que je sais que de manière générale, de ma propre expérience, chacun, que ce soit dans les écrits ou même de manière orale, chacun essaye toujours de raconter l'histoire dans le sens en fait qui l'arrange. Donc du coup, pour démêler le vrai des livrets, j'essaie de croiser les sources
et d'avoir différentes en fait sources d'informations. Et c'est vraiment un travail scientifique en fait qui permet en fait après croisement de voir en fait à quel niveau se trouve la vérité, à quel côté, à quel niveau se trouve le mensonge. Et, Voilà. et justement, tu expliquais qu'il t'arrive parfois de rencontrer des gens qui t'ont fait des témoignages, qui étaient vivants à une certaine époque, qui concernent peut-être l'histoire que tu as envie de raconter. Comment est-ce que tu vérifies leurs témoignages? Pour vérifier, déjà lorsque je m'en vais d'abord rencontrer quelqu'un, je n'en vais jamais rencontrer quelqu'un sans avoir préparé quelque chose. C'est-à-dire, je ne suis pas neuf ou lorsque je m'en vais rencontrer quelqu'un. Lorsque je m'en vais rencontrer quelqu'un, j'ai déjà en fait des éléments d'information, mais je veux juste voir, je veux juste en fait être enrichi par cette personne et voir en fait si les informations que va me donner cette personne vont en fait dans le sens ou bien contredisent en fait ce que j'ai déjà. Et de manière générale aussi, lorsque j'ai une information de quelqu'un, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire, si j'ai une information d'une première personne, je vais aller encore voir un autre acteur de l'histoire pour avoir en fait la version de cet autre acteur. Et de manière générale aussi, des références historiques, que ce soit dans les bouquins ou bien dans les archives en fait, m'aident énormément en fait à savoir si le témoignage est vrai. C'est-à-dire que ce soit dans la chronologie, dans l'espace ou bien dans le déroulement des faits historiques. Voilà. Donc c'est juste en fait avoir l'information, mais ne pas prendre l'information pour vérité. Toujours en fait croiser les sources d'information. Et en croisant les sources d'information, je vais prendre une référence scientifique. Peut-être que tu ne vas pas parler à tout le monde, mais je fais en fait l'intersection. C'est-à-dire je fais l'intersection de tout. Et pour moi, la vérité se trouve en fait au niveau du point d'intersection des différentes sources d'information que j'ai. C'est à ce niveau-là que se trouve la vérité. Alors, dans ta manière d'organiser le travail, est-ce que tu as des outils que tu utilises? Alors, dans l'organisation du travail, je n'ai pas d'outils particuliers, mais les outils que j'utilise, c'est par exemple des outils de partage en ligne, c'est-à-dire des outils comme le Drive, tout ça. Ça me permet en fait d'être mieux organisé, d'être mieux structuré et de pouvoir travailler peu importe l'endroit où je me trouve dans le monde. Parce que je ne me déplace pas toujours forcément avec mon ordinateur. Et mon ordinateur peut tomber en panne ou bien mon téléphone peut tomber en panne. Avec le Drive, ces outils de partage en ligne, ça me permet en fait de stocker les informations, de travailler directement en ligne, ce qui fait en sorte que j'aurai toujours en fait mes supports d'informations. Je ne vais pas perdre mes sources parce qu'ils sont stockés en ligne dans le cloud ou autre part. Mm-hmm. Et comme autre outil, je travaille beaucoup avec mon portable, mon téléphone portable et les notes du portable. Parce que l'inspiration me vient de manière assez brute. Et lorsqu'elle me vient, il faudrait toujours que je puisse noter ce qui m'est venu à l'idée, quelque part en fait, pour pouvoir par la suite bosser dessus. Tes notes, elles sont sous forme de texte, de photos, de vidéos, donc tu fais vraiment une collecte de formats multiples. Je fais une collecte de formats multiples pour ne pas perdre en fait l'inspiration, l'idée, ou bien pour stocker tout couvert. Parce que aussi, le travail de recherche demande en fait d'être assez spontané, en fait et opportuniste, c'est-à-dire il faut saisir toutes les opportunités qui se posent, qui arrivent en fait. C'est-à-dire je peux marcher dans la rue ou bien aller à un événement et je rencontre par exemple un acteur marquant de l'histoire qui peut me parler d'un fait qui m'intéresse. Je saute dans l'occasion et je vais soit enregistrer la personne avec le micro de mon téléphone pour recueillir son témoignage sur des pans de l'histoire qui pourraient m'intéresser pour plus tard et stocker cela. Donc, il faut saisir toutes les occasions. Je peux être, par exemple, sur Facebook et j'ai, par exemple, fait une publication et j'ai là un acteur de l'histoire qui vient apporter sa contribution. Bah, immédiatement, il faudrait que soit je dois faire une capture de son témoignage ou je peux immédiatement foncer pour contacter la personne. Bah, du coup, c'est un travail qui nécessite, il faut être vif et saisir toutes les opportunités qui se posent. Être en alerte tout le temps. Effectivement, être en alerte. D'accord.
Est-ce que tu as une manière particulière de trier et de classer les informations que tu récoltes? Alors, les informations que je récolte, je les classe beaucoup plus de manière chronologique et aussi de manière thématique. C'est-à-dire, je les classe de manière chronologique et de manière thématique en fonction des différentes thématiques. Donc, j'ai par exemple des dossiers histoire, des dossiers musique, des dossiers crime, j'ai des dossiers médias, bref. Je les classe en fait de manière chronologique et essentiellement thématique. Sur quelle thématique tu aimes le plus travailler? Alors, actuellement, j'aime le plus travailler sur la musique. Et pourquoi Je la travaille musique? beaucoup. Je travaille sur la musique parce que la musique fait partie en fait du quotidien des Camerounais, des Africains et même des citoyens du monde. Et malheureusement, chez nous, on n'a pas accordé en fait beaucoup d'importance aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de notre musique, c'est-à-dire que ce soit la musique camerounaise et que ce soit la musique africaine. Et actuellement, j'essaie beaucoup, ça me passionne de travailler parce que je constate en fait que les acteurs de cette période-là sont en train de mourir. Ils meurent en portant avec eux plusieurs pans de l'histoire. Donc, je suis passionné par cela en ce moment parce que j'essaie en fait de récupérer le maximum auprès d'eux avant que ces personnes ne s'en aillent. La finalité aussi pour moi, c'est d'honorer ces différentes personnes de leur vivant, c'est-à-dire de retracer leur parcours déjà de leur vivant et de mettre en lumière ce qu'ils ont fait dans l'histoire de leur vivant, aussi de recueillir en fait leurs œuvres pour stocker en tant qu'archives. Donc, c'est pour ça que ça me passionne beaucoup en ce moment. Alors, pour mieux comprendre ton travail qui est super intéressant, je sais que tu nous as préparé un cas pratique. Donc, il est simple, hein, le cas pratique. Si quelqu'un veut écrire, par exemple, l'histoire de sa famille, Hmm. qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais euh, de faire de manière très simple, que cette personne peut démarrer demain pour les recherches? Alors, si quelqu'un veut écrire l'histoire de sa famille, ce que je vais conseiller, d'abord, en fait, je vais demander à ce que la personne délimite le sujet, délimiter le sujet dans l'espace, en fait, et dans le temps, c'est-à-dire que la personne mette, en fait, les limites et situe le contexte de manière chronologique et de manière spatiale. C'est-à-dire, si c'est l'histoire de sa famille, ce sera sur quelle période, c'est-à-dire de quelle année à quelle année et sur quel espace. Ensuite, pour une histoire familiale, je vais conseiller à la personne aussi d'établir ou bien de penser en fait à constituer un arbre en fait généalogique de sa famille pour pouvoir en fait voir les différents liens familiaux. Et après cela, je vais conseiller à la personne d'aller maintenant à la phase de recueil de témoignages auprès des anciens, c'est-à-dire des personnes anciennes, de recueil et surtout en fait de recueil et surtout de confrontation, c'est-à-dire après avoir recueilli, confronter les différentes informations recueillies en allant du parent le plus proche au parent le moins proche. Et par la suite, je vais aussi enfin conseiller à la personne d'aller fouiner dans la documentation. Quand je parle de la documentation familiale, c'est les états civils, les photos de famille anciennes ou bien nouvelles, les anciens certificats de mariage, les actes de naissance, les actes des décès. Donc, pour résumer, je vais d'entrée demander à la personne de délimiter le sujet dans l'espace et dans le temps. Oui, Je vais ça demander à la c'était personne le premier ensuite, point. Oui. le second point, je vais demander à la personne de constituer un arbre généalogique de sa famille. Troisième point, je vais demander à la personne de faire un recueil de témoignages auprès des anciens et surtout de confronter ces témoignages en allant du parent le plus proche au parent le moins proche. Et enfin, je vais demander à la personne de se lancer dans la documentation, c'est-à-dire fouiner dans les états civils, les photos, actes de décès et autres. Très Voilà. bien.
Très bien. Je vais rédiger un petit document où je vais lister ces conseils. Et donc, ceux qui auront envie de les télécharger, un peu comme une checklist, hein, ceux qui auront envie de les télécharger vont aller dans la description de l'épisode et pourront télécharger la checklist. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer quand tu fais tes recherches pour un livre. Si je prends par exemple l'exemple du livre, le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains. Alors, pour revenir donc à l'exemple de ce livre-là, j'ai rencontré une pléthore de difficultés. Parce que dans un premier temps, en fait, c'est un bouquin qui s'intéresse à l'ensemble des pays africains. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'étymologie des noms des pays africains, mais aussi aux surnoms de ces pays-là. Donc, pour pouvoir travailler sur cet ouvrage, il m'a fallu en fait travailler sur l'histoire de ces différents pays. Donc, il fallait donc travailler sur l'histoire de plus d'une cinquantaine de pays africains. Et par la suite, comme autre difficulté, c'était l'absence en fait de véritables sources. C'est-à-dire c'était difficile de trouver des sources pour faire ce travail. Il y avait aussi l'absence de documents anciens. C'est-à-dire difficile de trouver les documents anciens. Parce que le bouquin, en fait, s'intéresse, comme je le disais précédemment, à l'origine des noms de ces pays-là. Mais le nom d'un pays, en fait, c'est en quelque sorte l'acte de naissance de ce pays. C'est-à-dire que pour trouver les informations relatives au nom d'un pays, il faut revenir, trouver les archives originelles, c'est-à-dire les archives qui parlent de l'origine et de la naissance de ce pays. Ou bien trouver les archives qui parlent de la première fois où le nom de ces pays est apparu. Voilà. Donc, il y avait aussi une difficulté qui était liée à la maîtrise des langues locales. Parce que, de manière générale, pour plusieurs pays africains, c'est en réalité des langues locales. C'est-à-dire, la signification de ces pays, c'est en réalité des significations d'expression en langue locale. Comme par exemple, Sénégal, on va dire que Sénégal veut dire, même si dans mon livre, je dis que cette version est erronée, on va dire que Sénégal veut dire notre pirogue. On va dire que Guinée veut dire femme, même si plutôt aussi je démarque que cela est aussi faux. On va dire que Gabon veut dire autre chose comme cabane de marin. Voilà. Et comme aussi autre difficulté, c'était en fait les informations, les mensonges historiques. C'est-à-dire l'ancien colon a tout fait en fait de divulguer des versions erronées. Mais au fil du temps, comme il n'y a pas eu de recherche, comme il n'y a pas eu d'écriture, ces versions erronées ont été admises en fait comme étant des vérités historiques. Et pourtant, c'est des gros mensonges historiques. Donc la difficulté aussi fondamentale a été de combattre, de démontrer que c'est des mensonges historiques, mais démontrer à travers en fait des preuves, c'est-à-dire à travers des documents qui le certifient et autres. Et autre difficulté, dans la recherche, on est parfois amené à convoquer une panoplie de compétences. C'est-à-dire, pour cet ouvrage, par exemple, il a fallu convoquer des compétences en histoire, des compétences en géographie, des compétences en linguistique, des compétences en étymologie. Et c'est difficile, en fait, de trouver ces compétences chez une seule personne. La nécessité de bien s'entourer ou bien de faire recours aux spécialistes des différents domaines. Donc, tu as dû te référer à des spécialistes de tous ces domaines-là pour compléter ton travail de recherche. Oui, parce que aussi, dans la recherche, l'attitude qu'il faut avoir, c'est aussi l'attitude d'humilité, c'est-à-dire il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut à chaque fois apprendre, qui va à chaque fois connaître, c'est-à-dire qui va à chaque fois rajouter. Et le savoir se complète, c'est-à-dire on peut trouver du savoir, c'est-à-dire du savoir, des éléments intéressants qui pourront en fait nous aider à aller plus loin sur des personnes même plus petites que nous. Donc il faudrait donc qu'on ait donc cette humilité et aller en fait vers des personnes qui pourront ajouter un peu pour nous aider à nous élever. D'où la nécessité de rencontrer des spécialistes, de faire recours à leur savoir et à leur connaissance.
Intéressant. Est-ce que finalement, alors, dans ce travail de recherche sur l'origine des noms des pays africains, est-ce que tu es allé jusqu'au bout? C'est-à-dire que, est-ce que tu as trouvé la vérité? Est-ce que tu as trouvé vraiment cette origine-là? Ou alors tu as juste fait le constat de, de la difficulté à, à trouver l'origine de ces noms-là? Alors, euh, mon objectif à travers cet ouvrage et ce travail, c'était de révéler les vérités historiques, mais surtout de faire naître le débat. C'est-à-dire qu'enfin, qu'à travers le débat, puissent jaillir les vérités. C'est-à-dire, j'ai des thèses que j'ai proposées, j'ai des versions que j'ai proposées, mais mon but ultime, c'était de faire en sorte qu'à travers mes propositions, différents chercheurs viennent en fait viennent questionner même mes thèses, afin qu'à travers un débat puissent jaillir les vérités historiques. Mais toutefois, j'ai essayé de rétablir les vérités historiques sur plusieurs origines des pays africains pour démonter les mensonges historiques, parce que il y a eu, j'ai été très choqué parce que il y a des pays qui affirment fièrement des étymologies au nom de leur pays et adoptent même des emblèmes nationaux, et pourtant tout cela repose sur des mensonges historiques. Tu as un exemple concret pour nous? Je vais prendre par exemple le cas du Sénégal. Pour la politique, de manière politique, on veut dire que le Sénégal vient d'une langue locale qui veut dire Senungal, qui signifierait notre pirogue. Les politiciens utilisaient bien ce terme en fait pour faire croire aux Sénégalais que en fait nous sommes une nation, nous sommes dans une même pirogue. Regardez, même notre pays veut dire notre pirogue, ça veut dire que nous sommes ensemble dans la pirogue, nous devons tous pagailler ensemble pour aller à juste bord. Et pourtant c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que en réalité Sénégal ne veut pas dire notre pirogue. Sénégal désignait déjà des tribus qui vivaient en fait de ce côté du territoire-là, bien avant même l'arrivée des colons. Il y a aussi une autre facilité que l'on découvre en fait dans la recherche, c'est les mensonges en fait des chercheurs ou bien des colons. C'est-à-dire, il y a plusieurs colons qui ont écrit sur l'origine des noms des pays africains. Leurs versions sont aujourd'hui reprises comme étant des vérités, et pourtant, ces personnes qui ont écrit n'ont jamais mis pied dans ces pays-là. C'est-à-dire, ils ont pondu des affirmations depuis leur lieu de résidence en Hollande, en France, et c'est là est repris en fait par les nationaux, par les Africains comme étant des vérités historiques. Et pour dénicher ces mensonges-là, c'est très facile. Voici comment, enfin, ils ont essentiellement le même procédé. Le procédé qu'ils utilisaient est le suivant. Ils disent de manière générale que les colonisateurs, ou bien les colons, les Européens, avaient eu souci de venir en Afrique pour mettre fin aux pratiques barbares, pour apporter la civilisation. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont croisé sur un territoire africain un Sénégalais, ou bien un Africain, ou bien un Noir, et lui ont demandé comment s'appelle ce pays. Et puis c'est là donc que cet Africain, ce petit Africain, a dit que mon pays s'appelle ça. Et de manière générale, ils disent que l'Africain a dit, par exemple, que mon pays s'appelle ceci parce qu'il avait mal compris la question. Du coup, il a par exemple répondu qu'en Guinée, ils ont demandé à un petit Guinéen, une petite Guinéenne, que ton pays, comment s'appelle ton pays? Et la Guinéenne aurait répondu que le pays s'appelle Guinée, parce que la Guinéenne aurait mal compris la question et aurait plutôt cru qu'on demandait qui est-elle. Et elle a répondu qu'elle est une femme guinéenne, qui veut dire femme en langue soussou des Guinéens. Donc c'est le même procédé de manière générale un peu partout pour véhiculer des mensonges historiques. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est cette petite fille ou cette petite fille africaine ou ce petit Africain là qu'ils ont rencontré la première fois et qui a donné le nom. Il parlait en quelle langue? Est-ce qu'ils se comprenaient? Voilà. Donc il y a des non-sens comme ça où on se dit mais comment c'est possible? Et le drame, excuse-moi de te couper, mais le drame en fait avec tout ça, c'est que en fait ces mensonges sont acceptés par nous-mêmes et on les utilise. Et pourtant, dans nos écoles, il y a des personnes qui font des études en linguistique, des études en histoire, en géographie et autres. On peut
même au niveau africain, panafricain, ou même au niveau régional, même à la dimension d'un pays, constituer des équipes pluridimensionnelles pour éviter en fait les équivoques sur les origines des noms des lieux de ces différents pays-là. Ce serait un très beau projet, je trouve. Ce serait vraiment un très beau projet si c'était mis en pratique. Alors, Harold, on est bientôt arrivé au terme de notre entretien qui est très passionnant, mais malheureusement, on ne peut pas parler pendant des heures et des heures. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et surtout, plaisir. On aimerait reparler de certains de tes livres plus en profondeur. Donc, il faudrait que tu reviennes le plus vite. Est-ce que sera avec plaisir. Est-ce que tu as des rendez-vous prochains dans ton activité d'auteur que tu voudrais qu'on suive, qu'on visite? Alors, pour mes rendez-vous, ce sera juste d'être connecté à ma page Harold Ketch Raconte, ma page Facebook et aussi la chaîne YouTube Harold Ketch Raconte. Sur ma page Facebook Harold Ketch Raconte, je raconte donc des histoires 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc c'est ça les principaux rendez-vous. D'accord. Est-ce que tu as des projets en cours actuellement? Qu'est-ce que tu nous mijotes? Actuellement, je suis sur plein de projets en ce moment. J'ai des projets livresques, j'ai des projets de documentaires, j'ai des projets de films. Je travaille sur plein de choses en ce moment. Voilà. Et donc, tu nous rappelles les noms de profil de tes réseaux sociaux. C'est Harold, A-R-O-L, Ketch, K-E-T-C-H. Harold Ketch raconte. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez avoir dans la liste des résultats de recherche les liens. Et pour tes livres, on peut les trouver sur les plateformes de vente en ligne, hein, classiques, Amazon, Fnac, ainsi de suite. Donc, je mettrai également la liste de tes livres dans la description de l'épisode. Si quelqu'un voudrait se procurer le livre, il cliquera sur le lien. Et si quelqu'un a besoin de tes services pour l'aider à faire des recherches, un auteur, quelqu'un qui veut faire ses mémoires, ou quelqu'un qui veut écrire un roman, ça peut être de n'importe quel genre littéraire, ou même qui veut faire un travail, comment dire, juste un travail personnel, parce qu'il a envie d'en savoir un peu plus sur un sujet. Et comment est-ce qu'il peut te contacter? Alors, j'en profite de cette question pour remercier en fait ceux qui me font confiance, parce que je travaille en ce moment avec plusieurs personnes qui me sollicitent, que ce soit les journalistes pour les articles de presse, que ce soit des étudiants pour les thèses, que ce soit des artistes même pour plein de projets dont je remercie ces personnes-là pour la confiance qu'ils placent en moi pour travailler sur les différents sujets. Donc, si quelqu'un a besoin, je suis ouvert, hein, je réponds à tout le monde. Si quelqu'un a besoin de moi, la personne peut me contacter sur ma page personnelle qui est Harold Ketch. Harold, A-R-O-L, Ketch, K-E-T-C-H. C'est sur Facebook. Oui. Oui, en message privé, je vais répondre. Sinon, par adresse mail, je suis disponible à l'adresse mail Harold, A-R-O-L.Ketchemen, K-E-T-C-H-I-E-M-E-N, @gmail.com. Et je répondrai volontiers à toutes les personnes qui auraient besoin de moi ou bien de mes conseils. D'accord. Toutes ces informations, comme je le disais, les auditeurs peuvent les trouver dans la description de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Alors, le dernier mot pour ceux qui nous écoutent, ce serait plus d'encourager ton initiative, parce que je trouve que tu abats un travail titanesque et j'aimerais vraiment t'encourager, te féliciter en face en fait pour tout ce que tu fais et te demander de continuer, de ne pas lâcher, parce que tu mènes le bon combat. Il faudrait même qu'un jour, ou bien que lors de la dernière séance du Salon du Livre, il faudrait que c'est toi qui sois de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu passes de l'autre côté et qu'on te pose des questions, parce qu'on aura aussi beaucoup à apprendre pour grandir, pour mûrir.
Voilà. Donc, merci pour tout ce que tu fais et bon courage. Merci beaucoup pour ces encouragements. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci. On Ok. se dit à bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.